Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Community, le podcast pour celles et ceux qui entreprennent avec une question aujourd'hui. On peut se poser la question, est-ce que les Wallons sont en mesure d'innover? Savent-ils innover? Sont-ils capables d'innover? La question est un peu provocante, c'est vrai, et pourtant on la pose aujourd'hui avec deux personnes que j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast. Florent Dossa, bonjour. Bonjour. Florent, vous êtes fondateur, on va se tutoyer. Florent, tu es fondateur et directeur général d'Azimut. Azimut conçoit, fabrique et installe des batteries de stockage d'énergie solaire. Ce sont des batteries intelligentes pour les particuliers. L'objectif est de permettre à chacun de mieux consommer, stocker, gérer son énergie solaire tout en réduisant sa dépendance au réseau. Une innovation pas vraiment locale, plutôt régionale et même qui a vocation à devenir internationale, et cela au service de la transition énergétique. On va en parler dans un instant. Et bonjour Jacques Pellerin. Bonjour. Jacques, tu es directeur général de Rivers Métallurgie. Rivers Métallurgie est une initiative industrielle innovante qui réunit plusieurs acteurs du secteur pour créer une chaîne de valeur du métal en Wallonie. L'idée, c'est révolutionner la manière dont on recycle, dont on valorise, dont on transforme les métaux avec une ambition claire d'impact environnemental, économique et industriel dans une logique, on l'a dit, de circularité. Alors j'ai une première question, peut-être la poser à Florent pour démarrer. Ton projet autour d'Azimut, non seulement il améliore l'existant, parce qu'on a des batteries de stockage d'énergie qu'on connaît, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation et que cela bouscule les modèles traditionnels, qu'avec Azimut, vous avez réussi à bouleverser les modèles traditionnels, à innover en fait? Alors clairement, ce n'était pas l'objectif forcément au début d'innover, ce n'est pas l'objectif en soi. Notre idée, c'est de résoudre un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on produit de plus en plus d'énergie renouvelable, qui est bien souvent intermittent, et donc on ne décide pas du moment de la production. Or, on aimerait bien pouvoir consommer l'énergie quand on rentre chez soi le soir. Et donc, notre problème, le problème en tout cas qu'on essaye de résoudre, c'est de remettre en commun la production et la consommation pour qu'il n'y ait pas de problème entre les deux niveaux. Mais là où il y a une innovation, c'est qu'il y a des batteries classiques qui peuvent stocker finalement, et donc on peut consommer l'énergie qu'on aura captée pendant la journée, on va la consommer en soirée. Mais il y a quelque chose de particulier dans la batterie, c'est qu'on va optimiser en fait la consommation. Et c'est en ça qu'il y a peut-être une innovation, c'est qu'il y a de la consommation, mais pas que. Après, il y a aussi la participation à une communauté. Exactement. Donc une batterie ordinaire, globalement, elle stocke l'énergie solaire la journée pour le soir ou pour la nuit. Ce qui fait que durant tous les mois d'hiver, il y a moins d'énergie solaire et donc la batterie sert moins. Et donc, ce qu'on fait avec Azimut, c'est qu'on va chercher tous les leviers de gain, y compris donc le fait d'aller chercher du courant sur le réseau quand l'énergie est disponible et donc bon marché. C'est pas cher. Donc pas cher, exactement. Et donc, ça permet de réduire la facture de l'énergie en été pour forcément autoconsommer l'énergie solaire, mais en hiver, en allant chercher le courant sur le réseau au moment où c'est le moins cher. Alors, ce qui est intéressant, mais derrière ce que tu dis, est-ce que ça signifie qu'au départ, vous ne cherchiez pas, avec ton équipe, avec tes associés, tu ne cherchais pas l'innovation, mais en fait une solution, tu cherchais la valeur ajoutée, c'est ça? Exactement. Donc, l'innovation dans notre esprit n'est pas l'objectif. Nous, on a un problème, on essaye de le résoudre. Si le long du chemin, on commet quelques innovations, disons, tant mieux, mais c'est pas l'objectif en soi, clairement. Mais n'empêche, il fallait trouver ces points de différence et cette valeur ajoutée par rapport aux concurrents, en fait. Absolument. Alors aujourd'hui, en Wallonie, le marché est balbutiant, donc forcément, on n'a pas encore trop de concurrence. Effectivement, on ne se positionne pas par rapport aux concurrents en essayant de trouver ce qu'ils ne font pas. On essaye de résoudre le problème. Et puis, effectivement, si les concurrents ne le font pas encore, on peut considérer que c'est une innovation, mais ce n'est pas l'objectif. Jacques, est-ce que dans ton objectif avec Rivers Métallurgie, utiliser les métaux, redonner une seconde vie aux métaux, est-ce qu'il y avait une volonté d'innovation derrière ce que vous avez décidé de mettre en place avec la Rivers Métallurgie? Au départ, quand on a démarré, premièrement, on a démarré sur une idée qui était l'économie circulaire, en disant là, il y a vraiment un potentiel de développement. Et c'était conforté par l'existence déjà de sociétés qui étaient très présentes dans le tissu économique wallon, comme par exemple Comet Traitement ou Hydrométal, et qui étaient déjà leaders en la matière, mais qui voulaient consolider leur leadership. Et alors, comment le faire? Je dirais qu'un des problèmes majeurs, c'était justement d'amener la technologie au niveau qu'il fallait pour recycler les métaux. Donc, il est clair que
l'existant de la métallurgie est de longue date, hein, donc il y a une base réelle. Mais travailler et recycler des métaux se base sur des matériaux différents au départ, sur des déchets métalliques, et que ces déchets métalliques ont une très grande variété. Ce n'est pas comme un minerai traditionnel, donc il faut nécessairement adapter les métallurgies à ce type de matériaux de base. Et donc, ça nous a demandé non seulement de nous baser sur la technologie existante, mais en plus de développer une nouvelle technologie, quoi. Et donc, notamment, par exemple, les plasmas, qui sont utilisés pour certaines filières de métaux, nécessitaient la mise au point de ces technologies-là, en particulier pour certaines filières liées au développement de la transition durable, par exemple. Donc, quand tu es dans cette logique de développement, de mise au point d'une filière, parce qu'il faut pouvoir acheminer aussi les différents métaux, il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir les recycler, il faut pouvoir développer ces technologies, les mettre au point, les développer, mettre des gens autour de la table. Est-ce que vous êtes dans une logique d'innovation? Vous êtes dans une logique de solution, recherche de valeur ajoutée? Tu appellerais ça comment? Je crois qu'on est plutôt dans une recherche d'adaptation au marché et de recherche de solutions. Et l'innovation est, je dirais, une conséquence, hein. C'est pas une fin en soi, je dirais. Moi, je crois que effectivement, ça peut être une fin en soi au niveau management. Hein, c'est sortir par le haut du compte de résultats, comme je dis, c'est-à-dire par l'innovation. Ça peut être une philosophie de management. Mais dans notre cas, ça a été surtout une nécessité pour vraiment entrer dans le business, quoi. Et pour se consolider, surtout dans le business. Pour le développer, on était déjà dedans, hein, avec les partenaires. Pour se consolider, c'est être compétitif aujourd'hui et demain. Être compétitif aujourd'hui, être différent et voilà, exister, quoi. C'est fondamental. Je vois, Florent, tu fais oui de la tête. Tu es d'accord? Hyper d'accord, évidemment. L'innovation comme objectif, franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Il ne faut pas à tout prix innover, puisqu'on peut innover dans des matières qui n'ont pas fort de sens. L'idée, c'est de résoudre des problèmes. Et puis voilà, l'innovation, c'est vraiment la conséquence du projet, je pense. Alors justement, je vous pose la question. Donc, OK, on n'est pas dans une logique, les Wallons sont-ils en mesure d'innover? Sont-ils capables d'innover? Est-ce qu'on est dans une logique? Alors je vous posais la question, est-ce que les Wallons sont suffisamment intelligents? Je pose la question, est-ce que les Wallons sont suffisamment intelligents pour être orientés solutions, pour chercher des solutions? Est-ce que vous estimez qu'on peut aller plus loin, qu'on doit aller plus loin, que c'est peut-être pas suffisant ou finalement tout va bien en Wallonie? Jacques, Florent? Alors en fait, moi je pense sur l'expérience que j'ai vécue, pas simplement au niveau de Rivers Métallurgie, mais dans toute ma carrière, au niveau de la sidérurgie, hein. En fait, je pense que la Wallonie a vraiment un talent dans l'innovation, dans l'upscaling, comme on dit, des technologies, des idées. En fait, il y a un double looping qu'on doit faire en innovation. Il y a le premier, c'est la technologie. Et là, en général, les Wallons sont très forts. Ils ont un jeune, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est historique. On est petit aussi, donc on n'a pas de moyens, donc il faut aller directement à l'essentiel. Donc on a une approche très pragmatique en matière d'innovation. Je le vois bien au niveau, par exemple, de ce qu'on appelle les démonstrateurs. On est très spécialisé là-dedans. Avant de faire une décision industrielle, surtout quand on a évidemment des industries lourdes, où il faut mettre beaucoup d'argent, il y a beaucoup de risques. Et donc, on doit limiter le risque, on doit aller très vite sur le marché. Donc, on a mis en place des démonstrateurs. Et ça fait partie du gène wallon de l'innovation. Et là, on est très fort dedans. Ça nous permet de prendre généralement de l'avance. Où on est un peu moins fort, c'est dans le second looping, c'est dans le looping commercial. Là, je sais pas pourquoi, on a moins la fibre, je ne sais pas, moi. Et c'est généralement là qu'on se fait piquer les idées, hein, que les gens valorisent les idées. Pas toujours, mais la plupart du temps. Mais je pense qu'on est très innovant. Et ce looping commercial, qu'on ne prend pas la même vitesse, oui. On va dire ça, on est freiné. C'est dû à quoi? Parce que c'est de la modestie, c'est de l'humilité, c'est un manque de confiance? Probablement aussi. Probablement. On doute de la valeur de la solution qu'on amène sur le marché. Et puis à un moment donné, un processus d'innovation, il faut que ça évolue, que l'équipe qui encadre le processus évolue. Les compétences sont différentes quand on est au début et qu'on fait de la techno. Et puis quand on le met sur le marché, il faut. Et puis il y a aussi la partie financière qui intervient. Et peut-être que le dosage se fait pas au bon moment et au bon endroit. Donc, je pense que c'est assez complexe, mais c'est plutôt un constat, je pense. Florent, sur ce constat, il y a le premier looping. OK, on invente. Tu es ingénieur de formation. Il n'y a pas que les ingénieurs qui conçoivent et qui inventent. Hein. Non, mais tu es ingénieur de formation. Puis, il y a ce second looping sur le commercial. Est-ce que c'est un constat que tu fais aussi?
Alors nous, dans le cadre du projet, forcément, c'était un des gros points d'intention, puisqu'on est 3 associés et tous les 3 ingénieurs. Et donc là, on s'est fait rapidement aider. C'est clairement comme ça qu'on a rencontré certains acteurs du marketing et du commerce en Belgique. Maintenant, le fait de poser la question comme ça, je trouve que c'est un biais qui est assez commun dans l'écosystème wallon. C'est de se poser la question si on est légitime sur le marché. En fait, il y a des places à prendre et il faut les prendre. Le fait de se poser la question si on a le droit de faire de l'innovation, honnêtement, j'ai vraiment le sentiment que c'est un mot, c'est un problème wallon. Prenons la place, en fait. Elle est là. Et d'où vient ce problème de légitimité? Parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on l'entend. On invente quelque chose, on vient justifier un produit, une solution, une approche, et on hésite à être un peu commercial, si je peux utiliser ce terme-là. Ouais, c'est peut-être un excès d'humilité, peut-être, hein. Un manque de confiance en soi. Moi, je pense qu'il faut y aller. Tout simplement. Ça me permet de vous poser une question. Si vous avez un jeune en face de vous, 20, 25 ans, une jeune, hein, donc il n'y a pas de... on parle pas de genre ici. Quel conseil vous lui donneriez justement face à l'entrepreneuriat et face à cette invention, cette inventivité, et puis l'approche plus commerciale? Quel conseil vous lui donneriez? Tout simplement de passer à travers les problèmes, quoi. Moi, je dis souvent, il faut traverser les problèmes, il faut les passer, parce qu'on est dans une société un peu paradoxale, extrêmement solide, rigide, mais fluide également par les réseaux sociaux, etc. Donc, on est une société complexe. Mais il faut vouloir le faire, quoi. Le but, c'est agir, c'est arriver à un objectif. Et ça, je crois que c'est l'entrepreneuriat, quoi. S'accrocher à son idée, avoir une vision, etc. Bien s'entourer, parce que, comme je dis, on ne peut pas faire tout seul. Mais surtout y aller, quoi. Passer à travers le problème. Allez-y, quoi. Florent, pour toi, passer à travers le problème, c'est quoi? Bonne question. Je pose la question alors qu'en fait, je décèle le poids commun entre vous deux, mais je vais te laisser. Je pense que là-dessus, on est clairement en accord. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de l'échec. J'ai le sentiment qu'en Wallonie, ça fait partie du problème, je pense. On a très peur de l'échec. C'est un peu un mot tabou, quoi. J'ai eu quelques échecs dans ma courte carrière. Et quand j'en parlais avec mes amis ou quoi, les gens me disaient non, c'est pas un échec, t'as appris. Oui, mais en fait, on a le droit de dire que c'est un échec parce que c'en est un, il faut le qualifier. Mais par contre, on peut en tirer, on peut en tirer des enseignements. Et là-dessus, je pense que ça fait partie des apprentissages qu'il faut faire le plus tôt possible, parce qu'un échec à 25 ans, c'est beaucoup moins pire qu'un échec à 35. Et donc, il faut pas hésiter, quoi. Alors, justement, qu'est-ce que tu as appris de ton échec, alors, de cet échec-là? Ah ben oui, donc moi, à 27 ans, pour reprendre les notions d'âge, moi, à 27 ans, je me suis rendu compte que j'avais encore rien raté. En tout cas, j'avais pas raté grand-chose. J'avais bien réussi mes études, j'avais une carrière prometteuse, un super couple. Je me suis dit, tiens, ici, tout va bien. Et j'ai simplement relevé un peu mon niveau d'ambition. Je me suis dit, OK, bon, si jusqu'ici, ça va, il faut que j'aille chercher le point de rupture. Donc, j'ai commencé à faire des projets un peu plus ambitieux. Et là, je me suis bien cassé la gueule 2-3 fois. Et c'est fondateur, en fait, puisque c'est grâce à ces échecs-là et ces apprentissages-là qu'on peut construire quelque chose en s'entourant. On peut comprendre là où on est un peu moins fort et où il faut se faire accompagner. Et c'est ce qui aboutit sur le projet Azimut. C'est ce que tu retiens de ton expérience, en fait, c'est-à-dire de ne pas y aller seul, en fait, c'est-à-dire de ne pas y aller seul, être entouré. Oui. Ne pas y aller seul, je ne parle pas forcément d'actionnariat, mais être entouré par des personnes qui vont pouvoir t'éclairer, qui vont pouvoir te dire attention, c'est pas la bonne direction. Oui. C'est ça? Exactement. Jacques, qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Et de quel échec peut-être en particulier? En fait, c'est vrai heureusement qu'on a des échecs, hein, premièrement, parce que ça nous rend plus modestes, d'accord, donc plus réalistes. Je crois que c'est utile de les avoir. Moi, j'en ai tiré beaucoup de rage, quoi. De la rage? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, il y a des trucs que j'ai laissé tomber alors que j'avais envie de les faire et que c'était possible, mais parce que les circonstances de la vie font qu'à un moment donné, tu dis, j'ai plus envie de faire ça et je change de truc, quoi. Et donc, de ne pas avoir été jusqu'au bout de certaines idées, je pense que ça, c'est terriblement, je dirais, décourageant, quoi. Et alors, mais les échecs, fatalement, tu en tires des conséquences. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et souvent parce que tu n'accompagnes pas le projet jusqu'au bout et parce que tu n'as pas mis l'énergie qu'il fallait pour arriver au bout du projet, quoi. Je me souviens notamment de trucs qu'on avait démarré avec un prof dans le domaine du génétique et pourtant
les matériaux, la génétique, il y a quand même une fameuse différence, mais on avait un projet ensemble et on y croyait, on en parle encore et quand on se vend, on se dit on a quand même un peu loupé le truc parce que ça s'est fait, mais avec d'autres personnes, quoi. Mais on n'y a pas mis l'énergie qu'il fallait, alors que je suis sûr qu'il y avait moyen de développer le projet, ou notamment dans le domaine des revêtements sous vide. Hein, on a fait un truc extraordinaire, une première mondiale là, en Wallonie, donc pour être très fier là-dessus. Mais il y avait une petite société, une spin-off qu'on avait construit et qui nous avait permis d'upscaler le machin. Et en fait, je me dis, on va reprendre la spin-off et après, le truc, quand on a refait le grand projet, on va faire d'autres projets avec. Et puis, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un manque d'ambition ou carrément d'engagement. Je crois que ma part, en fait, et c'est pour ça que je dis que j'enrage, parce que j'aurais dû, à ce moment-là, me dire, il faut racheter cette boîte-là, on va refaire autre chose, quoi. Donc, cette rage t'a amené à décupler ton énergie sur les projets qui ont suivi. Certainement. Ça, certainement, décuplé. En tous les cas, ça m'a renforcé dans la rage de passer à travers, comme je dis. Hein. Passer à travers. C'est ne jamais laisser tomber, en fait. Mais il faut jamais laisser tomber. Florent, jamais laisser tomber? Passer au travers, je pense que c'est une bonne expression. Parce qu'il faut... Finalement, dans un match de boxe, celui qui gagne, c'est celui qui tient une seconde de plus que son adversaire. C'est un peu la même chose avec les problèmes et les échecs. Il faut juste s'accrocher et passer au travers. Je vais la retenir. Oui, mais voilà. Bon, il faut l'expliquer, évidemment, mais je pense que c'est fondamental. Il y a un point commun, il y a quelque chose qui vous unit, vous connaissant évidemment l'un et l'autre, c'est combien vous êtes orienté solution. C'est systématiquement se dire mais quelle est la solution et à quel problème on va répondre. Ça vient d'où ça, cette logique d'être orienté solution, d'identifier le problème, d'identifier les inconvénients, de chercher à corriger les inconvénients et de toujours y répondre, d'être toujours dans un process d'amélioration continue. Ça vient d'où, Jacques? Mais en fait, la recherche de solutions, c'est un peu comme l'innovation, c'est pas une fin en soi. Le but final, c'est créer quelque chose, créer de la valeur, quoi. Et donc, pour créer de la valeur, il faut trouver des solutions. Et bien, cette valeur-là, c'est pas nécessairement une valeur financière, ça peut être une valeur, je dirais, éthique ou allez, le développement durable, par exemple, on n'y croit pas, mais si on y croit, bon, et donc, en fait, ça veut dire quoi concrètement? C'est une notion très abstraite. Donc, qu'est-ce qu'on peut y apporter concrètement? C'est peut-être le côté ingénieur de base qui fait ça, hein. Mais, donc voilà, c'est réalisé. Et l'enfant, il était déjà comme ça? Ah, moi, je pense que oui, je l'étais fondamentalement. Oui, j'étais un acharné au niveau des trucs. Oui, non. Je pense que c'est inné, ça. Oui. Florent? Oui, je pense que c'est plus un trait de personnalité que la formation. Je pense qu'on est devenu ingénieur parce qu'on avait ce trait-là plus que dans l'autre sens, quoi. Clairement, moi aussi, hein, depuis que je suis tout petit, j'aime bien résoudre des problèmes et trouver des solutions. Donc oui, ça vous a marqué. Il faut du sens derrière. Voilà, il faut du sens. Il faut du sens. Ça, c'est important, le sens, je trouve. On arrive déjà à la dernière séquence. On a encore un peu de temps, mais on arrive à la dernière séquence de l'émission. En fait, j'ai des cartes. Je prends les cartes. Voilà, je prends les cartes. Et en fait, je vais vous proposer de tirer au sort les cartes et de vous poser les questions l'un à l'autre. C'est au hasard. Hein. C'est en tout bien, tout honneur. C'est Jacques qui commence avec la première question. Tu tires une carte. Voilà, tu tires une carte. Et Florent peut déjà tirer une carte aussi. Merci. Tant qu'on y est. Et Jacques, je te laisse poser la question à Florent. Si vous deviez lancer un nouveau projet demain, dans quel secteur ce projet serait-il et pourquoi? On en a parlé il n'y a pas longtemps avec mes associés, où on avait une théorie selon laquelle il fallait faire du luxe, parce que dans le luxe, il n'y a pas de notion de prix, les gens achètent. Et en parlant avec quelqu'un qui vend du jean, qui vend du jean, il nous a dit exactement l'inverse en disant mais non, en fait, vous vous rendez pas compte de tout le marketing et tout l'effort qu'il y a à développer pour faire acheter quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Et en fait, moi, j'ai en fait le bonheur de travailler dans un secteur où on fabrique quelque chose dont les gens vont avoir besoin. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte en parlant avec cette personne-là. Moi, je veux faire un truc dont les gens ont besoin, pas un truc dont les gens veulent. C'est ça. Donc, d'une boutade, cela vous a permis d'atterrir sur la recherche de sens, en fait. C'est exactement. Sur le sens des choses. Et puis, par rapport au secteur, moi, je suis un amoureux de l'énergie. Depuis que j'ai commencé, j'adore ce secteur-là. Donc, je pense, et il y a tellement de choses à faire dans le secteur que je peux y rester encore toute ma carrière. Il y aura du travail. La question de Florent pour Jacques.
Alors, si vous pouviez transmettre un seul apprentissage à la prochaine génération d'entrepreneurs, lequel serait-il? On en a déjà parlé. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, probablement. Mais il y a beaucoup de modestie qu'il faut avoir surtout. Hein. Moi, j'ai toujours des difficultés là, quand je rentre dans un conseil d'administration et que je ne suis pas à la manœuvre de donner des conseils. Je crois que c'est très personnel. Donc, ce qu'on peut simplement, c'est expliquer des histoires qu'on a vécues, des échecs ou des réussites, quoi. Mais je pense que c'est ce que je viens de dire. Hein. Donner du sens à sa vie, il y a tellement d'opportunités. La vie, c'est un peu comme une pelote de laine qu'on essaie de sortir, on tire sur un fil et puis on en attire un autre qu'on a envie de tirer, etc. Et il y a tellement d'opportunités dans tous les domaines que, voilà, on est parti de l'économie circulaire, on fait de l'énergie. Demain, on est déjà sur un autre projet. Je trouve que c'est passionnant, quoi. Il faut quand même avoir un peu de passion dans la vie. Et donc, les gens qui n'en ont pas et qui n'ont pas de projet, c'est une catastrophe. Donc, je pense que j'aurai aucun problème, quoi. Donc, de trouver, j'ai des idées. Et le gros problème, c'est qu'à un moment donné, la vie a des limites aussi dans le temps. Et on pourrait faire plusieurs vies, ce serait génial. Il y aurait toujours des problèmes à résoudre, des solutions et des trucs intéressants à faire. Et si j'ai bien entendu, tu préfères arriver au conseil d'administration plutôt qu'avec des conseils, avec une histoire, c'est ça? Oui, parce qu'il il faut être très, je dirais très, très modeste, comme j'ai dit. Mais voilà, en échangeant, on dit tiens, moi j'ai fait ça, ou moi j'ai eu le problème comme ça. On peut apprendre beaucoup. Je crois que ça c'est vraiment l'intérêt d'amener une vision différente, quoi, dans un conseil. Une autre question pour Florent, que je te laisse tirer au sort. Voilà, et Florent, comme tu veux. Celle-là, merci. C'est voilà. Intéressant, belle question. Ah, belle question. Attention, attention. Non, c'est une très belle question. Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise sans en mesurer l'importance sur le moment? Oui. J'ai combien d'heures de réflexion? La meilleure décision? La meilleure décision que tu as prise sans te rendre compte, au moment où tu prenais la décision, qu'elle allait être déterminante. Est-ce que j'ai pris des bonnes décisions? C'est la première question. Après, il faut les trier. Je sèche. Je vais poser ma question aussi. Je vais trouver une réponse à celle-là. Quel est le plus grand mythe ou idée reçue sur votre secteur d'activité que vous aimeriez déconstruire? En sachant que les secteurs d'activité, il y en a plusieurs. Tu as été actif dans le secteur industriel, tu as travaillé chez ArcelorMittal avec une carrière brillante chez ArcelorMittal. Aujourd'hui, Reverse Métallurgie, il y a plusieurs acteurs autour de toi, des acteurs scientifiques, des acteurs industriels. Donc, est-ce qu'il y a une idée reçue dans un des secteurs que tu aimerais? Mais dans tous les secteurs dans lesquels j'étais, c'est un peu ce mythe de l'industrie, mais qui est vu de façon très différente, quoi, donc c'est ce regard très différent que les gens portent sur l'industrie, quoi, avec souvent un côté assez négatif en disant ce sont des gens qui polluent, mais on crée de la valeur au niveau de l'humain, et donc pour autant que ça se fasse correctement. Donc, comme je dis, il faut des règles d'éthique dans la façon de conduire. Mais ce mythe de l'industrie, on en entend tellement parler en disant il faut faire payer l'industrie, etc. Oui, mais non, il faut aider l'industrie, il faut aimer l'industrie, quoi. Et je pense que les industriels ont probablement avalé devant leur porte parce que c'est eux qui probablement portent ça aussi. Alors que l'idée, par exemple, en Wallonie, d'une industrie qui est dépassée, c'est faux, hein, c'est plus la grosse industrie. On a beaucoup d'industries technologiques. Ben, toi, tu en es la preuve déjà. Et donc, ça veut dire que, voilà, on est en train de reconstruire quelque chose d'autre. Mais ce mythe qui colle négatif à l'égard des entreprises en général, je pense que là, il faut en faire autre chose. Il faut encore travailler. Beaucoup. Est-ce que Florent a trouvé la réponse à la question? J'ai trouvé, en parlant d'industrie, j'ai trouvé. La décision qui a changé ta vie? En fait, il y en a une assez fondatrice. Après mes études, moi, j'ai un peu voyagé et puis j'ai commencé un boulot qui me plaisait pas trop, mais qui était proche de mes amis, qui était assez bien payé. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Liège. Hein, je venais du Brabant-Wallon. Et donc, j'ai quitté tout le monde, hein, mes amis, mon boulot. J'ai solidement réduit mon salaire aussi. Et en fait, c'était un peu il a fallu un peu arracher le sparadrap, clairement. Mais c'est fondateur, puisque ça m'a permis de rentrer dans l'industrie, de rencontrer des super personnes, ma femme notamment, et mes associés actuels. Clairement, donc, le fait de quitter sa ville, un salaire confortable et ses copains, ça m'a fondé. C'est ça. C'est amusant ce qu'il dit, parce qu'en fait, on a un point commun, en fait.
Moi, l'exemple que j'aurais pris, c'est à peu près la même chose, mais dans l'autre sens. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais en fait la possibilité de travailler aux États-Unis. Et j'avais mon contrat carrément qui m'avait été envoyé, etc. Et en fait, je me souviens, le vendredi, je devais partir. Et ma femme m'a dit, écoute, si tu pars, moi, je ne pars pas. Je reste ici à Liège. Et alors, et je suis resté, quoi. Et j'ai fait la bonne décision. Et c'était la bonne décision. Alors, une anecdote aussi, ou une question. Une question. Alors, une dernière question. Jacques. Merci. Et Florent. Qui commence? Je vous laisse décider. Je vous en prie. Vas-y, je te pose la question. Quel conseil entrepreneurial avez-vous reçu et suivi qui s'est finalement avéré être une erreur? Oui. Là encore, Je pense que l'équipe Omédia s'est un peu amusée. Voilà. L'équipe Omédia s'est un peu amusée parfois à verser les questions, à aller chercher des choses un peu différentes. Il faudrait les envoyer à l'avance, qu'on prépare. Voilà, c'est ça. Je ne les connais pas non plus. Hein. Une suggestion entrepreneuriale qui s'est avérée être un mauvais conseil. Ah, purée, là aussi je sèche. Vas-y, prends le temps. Alors vas-y avec ta question. Ouais. Quelle est la plus grande idée que vous ayez eue, mais que vous n'avez jamais mise en œuvre? Oui, c'est pas évident non plus. Hein. La plus grande idée que j'ai eue, que je n'ai pas mise en œuvre. Mais j'en ai parlé tout à l'heure déjà. C'est celle qui a généré de la rage, en fait. Oui, c'est celle-là qui est vraiment... Voilà, j'ai 2-3 exemples où je dis, mais enfin, là, j'ai raté quelque chose, quoi. J'aurais dû m'accrocher à ce machin et ça restera toujours. Donc ça, c'est quand même moche, hein, quand on lâche des trucs et qu'on ne les fait pas pour quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est contre sa propre personnalité. Et ça, je trouve que c'est ralent. Donc voilà, il y en a 2-3 comme ça. Les seules que j'ai citées, c'est les dernières, quoi. Il y en a peut-être eu d'autres, mais celles-là, je les ai oubliées, probablement. Mais pour connaître l'une de ces expériences, je peux témoigner de cette rage qui a été décuplée. Et je peux témoigner de cette énergie que tu donnes aujourd'hui dans des projets. Et voilà, ça, c'est absolument phénoménal. Ouais. Donc voilà, chaque situation amène toujours des avantages et des inconvénients. Il y a du bien, puisque j'ai relancé Rivers avec d'autres gars super calés, super motivés, et qui sont géniaux aussi. Donc l'expérience que je vis, c'est une belle expérience. Voilà. Donc je l'aurais vécu dans un autre cas aussi, mais... On va dupliquer les vies. On va faire ça. Ah, mais ça, s'il y avait moyen, je suis preneur. Ben voilà. Oui, je te suis. Florent, le conseil entrepreneurial, en fait, tu aurais mieux fait de ne pas suivre? Le seul conseil entrepreneurial que j'aurais pas dû suivre et qui était après coup franchement une mauvaise idée, et j'en mesure les dégâts après coup, c'est le fait de pas signer de contrat quand on s'associe ou quand on fait quand on collabore avec des gens qu'on apprécie. J'ai collaboré avec une entreprise sans signer de convention, et au début forcément tout le monde est copain, ça se passe très bien, et puis quand ça a commencé à sentir le vinaigre, ça s'est beaucoup moins bien passé, et forcément on ne s'entend plus à ce moment-là, donc c'est trop tard. Donc ça, s'il y a bien un truc que je ne fais plus, c'est collaborer sans écrire, sans cadre, ce qu'on attend l'un de l'autre. C'est très vrai. Très vrai, partage à 100%. Ça. Je voudrais vous remercier tous les deux. Merci pour cette rencontre. Merci. Un vrai plaisir. Merci d'avoir participé au podcast Community. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur YouTube, sur Spotify et sur l'Apple Store, tout simplement, sur le podcast de l'Apple Store. À très bientôt. Merci à l'équipe Omédia pour la production de ce podcast.